Bonjour et bienvenue à cette webconférence proposée par VK en partenariat avec la Casdin Banque Populaire sur le thème numérique, quel impact sur le management? Avant de vous présenter nos deux intervenants, quelques mots pour planter le décor. En effet, quand il s'agit de gagner en performance et en attractivité, tirer parti des nouvelles technologies, rester compétitif et mettre l'humain au centre, comment le secteur public pourrait-il rester insensible aux sirènes de la révolution digitale? Mais comment prôner l'innovation, l'intelligence collective, la transversalité lorsque l'organisation tourne depuis souvent encore sur le même mode pyramidal? Il faut avoir conscience qu'une bonne transformation numérique, ce sont d'abord beaucoup de petites habitudes à changer à court terme, dont le premier effet est parfois la déstabilisation de certains et la nécessité d'un accompagnement à la maîtrise du changement. Et c'est ensuite et surtout une vision stratégique à long terme. Le numérique est donc un formidable outil nous permettant de revisiter nos organisations et notre management, mais il est aussi un domaine sur lequel se cristallisent la plupart des clivages de nos organisations. Comment interroger les méthodes de management, s'obliger à décloisonner, accorder de l'autonomie et par conséquent ce fameux droit à l'erreur ou du moins à l'expérimentation? À quoi faut-il veiller particulièrement dans la mise en place d'une politique numérique? Pour en parler, deux intervenants. Deux profils différents, l'un est plutôt un manager, l'autre plus un spécialiste des systèmes d'information, deux intervenants en tout cas que je m'empresse de vous présenter. Tout d'abord Jean-Jacques Roux. Jean-Jacques Roux est DGS de Marignane. Après une école de commerce et Sciences Po Ex, il travaille 3 ans dans le privé, dans la grande distribution, puis intègre la fonction publique en 1996. À ce jour, vous avez connu, dites-vous, 5 maires dans 4 communes différentes, de 3 500 à 165 000 habitants, donc une grande variété, tout en région PACA, par choix. Deux particularités à souligner dans votre parcours. Vous avez toujours occupé des emplois de direction générale, soit comme DGS, comme DGAS, et toujours eu à restructurer les administrations communales, ce qui vous a spécialisé petit à petit dans la conduite du changement. Vous occupez par ailleurs un emploi secondaire, comme on dit, un emploi secondaire d'enseignant à Sciences Po Ex, 2 enseignements, un sur la structuration de la pensée et l'autre sur le management public. Joël Louisy, vous êtes ingénieur en informatique impliqué dans la transformation numérique des structures publiques de santé. Après 9 ans comme responsable du système d'information chez Thales, vous devenez responsable des systèmes d'information régionales à la Générale de Santé en Île-de-France, avec un périmètre sur 9 établissements. Vous prenez ensuite en charge les systèmes d'information du centre hospitalier de Melun. Et depuis peu, vous êtes directeur du système d'information du GHT, H3M, qui veut dire Haute-Marne, Marne et Meuse. Et vous avez la mission et la mise en place d'une organisation et la rédaction d'un schéma directeur du système d'information. Vos domaines d'activité sont entre autres la gestion des projets de système d'information, la gestion des applications informatiques et la conduite du changement des organisations. En ce qui me concerne, je m'appelle Luc Périnel, j'ai été rédacteur en chef de la Educad, puis directeur de rédaction du groupe Moniteur, où je m'occupais des titres fonction publique et je suis par ailleurs coach en management. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pourrez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Jean-Jacques Roux et Joël Louisy feront leur possible pour y répondre à l'issue de leurs présentations respectives. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Enfin, nous vous informons que cette conférence donne lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Voilà, je me tourne vers vous, Jean-Jacques Roux. Au-delà de la révolution du numérique, que vous situez comme une double révolution, mais nous le verrons plus tard, vous nous proposez un angle joliment formulé, le numérique enfant de son temps. Alors, dites-nous de quel enfant s'agit-il? Oui, j'ai souhaité démarrer par cet angle-là parce qu'il me semble que la question du numérique dans les organisations professionnelles est la conséquence induite d'une double convergence. Donc, pour faire schématique, j'ai chaque fois essayé de déterminer le côté interne et le côté externe. Donc, pour le volet interne, donc on voit que les questions autour du numérique ont un écho extrêmement fort avec les enjeux et les conséquences liées au New Public Management. Je vais vous donner quelques déclinaisons pour le montrer. Premier critère et premier paramètre sur le New Public Management qu'on retrouve dans le numérique, ce qu'on peut appeler la fiabilité de l'information. Une information qui circule est partagée est une information qui est fiable.
Donc on le retrouve aussi bien dans le double contrôle entre celui qui saisit et celui qui utilise l'information. Et également, évidemment, moins il y a de saisie, moins il y a de risque d'erreur. La fiabilité de l'information est quelque chose de capital, on y reviendra tout à l'heure. Deuxième élément que je retiens sur le numérique en interne, c'est l'amélioration de la productivité du personnel. Beaucoup de tâches manuelles ont une diminution très sensible de la consommation en ressources dès qu'elles sont automatisées. Et la production augmente de facto par l'automatisation. Troisièmement, corollaire du second, c'est la rationalisation et la diminution des effectifs. Le numérique permet par l'automatisation donc de réduire la consommation en ressources et donc par conséquent d'affecter moins de ressources sur les tâches jusqu'à présent qui étaient en manuel. Enfin, conséquence de tout ce qui précède, la minimisation des coûts, faire des économies objectifs auxquels nous sommes tous aujourd'hui confrontés. On voit à travers la numérisation et l'automatisation l'impact important sur les économies réalisées. On l'a dit, aussi bien en termes de ressources consacrées que d'économies plus matérielles, comme l'économie sur le papier, par exemple. Donc, tout ça, ça converge sur les objectifs de New Public Management. Et j'ai l'habitude de prendre un exemple particulier pour illustrer ce volet, c'est le traitement des congés. Quand on met en regard et en opposition, en comparaison, le dépôt et la saisie des congés manuels à partir d'un formulaire rempli par l'agent jusqu'au retour du formulaire après avoir été traité par le secrétariat puis la DRH. Et quand on voit ce même process automatisé, il y a des gains monumentaux de temps, de consommation de ressources, d'économie de papier et de fiabilité. Voilà un exemple très concret de l'apport du numérique. Sur le volet externe? Voilà, donc il y a le volet interne, et puis j'essaie chaque fois de voir le volet externe. Donc le numérique enfant de son temps sur le volet externe, oui, parce qu'on est dans la proximité, on est sur quelque chose qui est attendu par la population. On a aujourd'hui une population qui, à mon avis, a au moins deux caractéristiques qui se développent beaucoup. Le premier, c'est que c'est une population et des usagers qui cherchent à participer à la vie de leur collectivité, qui cherchent à avoir un contact différent avec la collectivité. Le numérique l'apporte énormément, que ce soit par les Facebook ou par les portails famille, etc. Et deuxième caractéristique de l'attente de la population aujourd'hui, de plus en plus d'usagers, de plus en plus de familles vivent au travers des objets connectés, notamment de leur téléphone portable ou de leur ordinateur, et donc cherchent à utiliser dans leur relation avec les collectivités le plus possible ces outils qui leur sont familiers, qu'ils utilisent au quotidien en permanence. Donc on a là deux caractéristiques d'une tendance forte qui me semble être une demande importante des usagers vers ce type de solutions et d'outils. La question, c'est l'impact de cette demande citoyenne sur nos propres organisations. Donc là, vous évoquez cette notion de révolution. D'abord, pourquoi est-ce que vous utilisez plutôt ce terme de révolution numérique plutôt que d'autres utilisent le terme de transition numérique? Et pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça bouleverse? Qu'est-ce que ça révolutionne vraiment? Alors, je ne sais pas si le terme de révolution est tout à fait adapté, je veux dire, à toutes les situations des collectivités. Mais moi, j'utiliserais plus facilement le terme de transition quand l'évolution se fait de manière progressive et en douceur. Et il y a une révolution lorsque il y a, on va dire, une disruption, pour prendre un terme à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire une rupture des habitudes et des pratiques précédentes pour des nouvelles pratiques. Sur ce qui concerne le numérique en interne, moi je garde quand même l'appellation révolution parce que les bouleversements me semblent extrêmement significatifs. Le premier bouleversement qui se rattache autour du terme de renversement que j'ai voulu utiliser, c'est d'abord la question du pouvoir et de l'exercice du pouvoir. Dans les générations précédentes, il y avait un adage formidable qui était gravé dans le marbre, qui était celui qui détient l'information a le pouvoir. Et donc, il y avait cette pratique-là de captation d'un petit nombre de l'information pour l'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, je considère que même si
l'appellation et la formule est moins heureuse que celle sur celui qui détient l'information a le pouvoir. Je considère que c'est celui qui fait circuler l'information qui a le pouvoir, désormais. Donc c'est pour moi une vraie rupture managériale par rapport au management précédent. Et pour moi, ça se traduit très facilement, pour expliquer cette formulation-là, de deux manières. La première, c'est que dans l'ancien système, l'action était conduite par un petit nombre d'individus, en fait, sur la base de leurs propres ressources. Avec la circulation de l'information, l'action est conduite de manière démultipliée, parce qu'elle se sert d'informations qui sont en provenance d'un plus grand nombre d'individus, où chacun a pu apporter une plus-value, et avec de l'information, encore une fois, qui est fiable. Donc pour moi, c'est déjà un premier renversement important. Est-ce que il y a pas, on a l'impression que le numérique, en fait, met en lumière un certain nombre de réalités à certains moments. C'est-à-dire que je pense qu'à l'intérieur des organisations, il y a toujours des gens qui gardent l'information. Et en termes de management, je pense que ça doit être une vraie question de comment régler la différence entre ces personnes. Vous en parlerez peut-être plus tard, mais entre ces personnes qui ont un peu des précarés, si je puis dire. Pour ce qui concerne les précarés, je pense que l'affaire, de toute façon, relève de la direction générale. Et même si le terme est très pompeux, va dépendre des intentions et des objectifs de la direction générale sur ce que j'appelle l'intelligence collective. Ça, c'est le premier volet. Et puis après, il y a un deuxième volet, je ne sais pas si on aura le temps de beaucoup le développer, mais le deuxième intervenant, je pense de toute façon, puisque c'est sa pratique et sa matière, donc les directions support en général, et notamment la DSI, a un impact énorme aujourd'hui sur la performance de l'organisation professionnelle. Et donc c'est par ce biais-là que l'on peut casser peut-être ce processus un peu naturel de captation de l'information. Mais ça dépend pour moi, pour l'essentiel, de la direction générale et de la manière dont... Et d'un énorme travail de communication interne. Ça, c'est pour la partie renversement du pouvoir. Le deuxième volet interne que je vois en termes de première révolution, c'est l'interne. Et ça aussi, je pense que le deuxième intervenant va certainement insister là-dessus. C'est le fait que quand il y a automatisation de process, il y a forcément remise en cause des processus de gestion. Et ça donc bouleverse complètement l'organisation préalable du groupe qui s'automatise. Ça casse complètement le sacro-saint, on a toujours fait comme ça. Et donc il y a un renversement de process et donc induit une modernisation extrêmement importante de la pratique professionnelle sur le plan opérationnel des services et des directions. Est-ce qu'à ce niveau-là, nous avions une conférence du même type sur la place du DRH dans l'organisation? Est-ce que, précisément, au moment du renversement des process, le rôle de la RH et son lien avec la direction générale n'est pas primordial? Oui et non. C'est-à-dire que dans la conduite du changement, s'il n'y a pas un DRH et plus largement une gestion des ressources humaines de bon niveau qui accompagne, c'est sûr qu'il y a des dégâts qui en général sont sans retour. Par contre, sur ce plan-là précis, tout, pour moi, l'essentiel relève quand même de l'objectif et de la vision du directeur, ou plus généralement du responsable du service qui a l'activité qui est automatisée en charge. Soit ce directeur accepte la remise en cause et les changements opérés, et même moteur des changements opérés par l'automatisation, et ça va quand même forcément beaucoup mieux se passer. Soit ce n'est pas le cas, et si c'est quelque chose qui arrive du dessus, là, ça devient très difficile, qu'il y ait ou non l'accompagnement des ressources humaines. Ça, c'est sur la partie inverse. Donc, pour moi, il y a un double renversement qui conduit à une première révolution. La deuxième révolution, elle est dans les relations avec l'externe. Alors, il y avait plusieurs entrées possibles pour moi. J'ai retenu l'accélération du temps. Il me semble que l'administration est culturellement dans un temps long. L'arrivée du numérique et de la relation avec l'usager par le numérique casse cette culture du temps long et oblige à passer à un temps court qui révolutionne, à mon sens, beaucoup les pratiques et le fonctionnement des organisations professionnelles. Est-ce qu'il n'y a pas une question, enfin on l'évoquera peut-être plus tard, du temps différent entre l'administration et l'élu qui est perturbé aussi par... Oui, ça sert d'ailleurs de transition pour la suite. Oui, effectivement,
moi, à titre personnel, par exemple, je considère que, quelque part, le cabinet du maire est symptomatique de l'apologie du temps court. Et à contrario, donc l'administration, elle, est plutôt dans une culture du temps long. Et dans la grande opposition entre cabinet du maire et direction générale, la question autour du temps court et du temps long, à mon avis, est assez caractéristique de cette opposition. Et ça se traduit donc par un certain nombre de questionnements, puisque je n'ai pas forcément les réponses pour l'ensemble. Moi, je vois trois questionnements majeurs. Un premier qui est sur le biais de l'immédiateté, c'est-à-dire la nécessité aujourd'hui, sur un certain nombre de sollicitations induites par le numérique, de répondre vite, tout en répondant bien. Et donc derrière, ça pose toutes les problématiques d'organisation, de comment trier l'information, qui répond à l'information, comment en quelques mots et rapidement on peut rendre compte d'une complexité de certains sujets pour lesquels c'est quasiment contre nature d'essayer d'apporter une réponse rapide et simple. Ça, ce sont des vraies questions d'organisation. On voit tendre des nouvelles professions, hein, comme on a eu le webmaster, maintenant on a le community manager, donc entité a priori au service de la direction de la communication et qui est en charge d'animer et de coordonner les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Derrière tout ça, il y a presque peut-être une culture nouvelle à trouver qui va bien au-delà pour moi de la proximité et qui va même jusqu'à une démarche un petit peu commerciale. Je vous donnerai qu'un exemple, même si c'est très anecdotique. On se rend compte aujourd'hui, nous, par exemple, combien pour tout ce qui concerne l'événementiel, il est important que les organisateurs d'événementiels municipaux aient un Facebook dédié et un Facebook qui soit connecté en réseau avec le Facebook officiel pour non seulement, bien entendu, annoncer les événements, mais les vivre pendant l'événement. Et combien, quand vous démarrez un événement, si vous avez un Facebook opérationnel où vous commencez à vanter les mérites de l'événement, les gens se connectés au Facebook donc, et qui sont sur place, eux, surenchérissent sur l'événement, et ceux qui n'y sont pas allés parce qu'ils n'ont pas eu l'information, etc., ils voient l'intérêt de l'événement et beaucoup d'entre eux viennent et se déplacent. Donc c'est un petit exemple, mais c'est pour montrer qu'il y a certainement dans notre vie professionnelle aujourd'hui une immédiateté, une instantanéité à trouver. Deux questions par rapport à ce que vous venez d'évoquer. La première sur le community manager. Le cas que vous évoquez, c'est un community manager qui dépendait du service communication. Dans certaines d'autres collectivités, il dépend du cabinet. Dans d'autres collectivités, de la direction générale, voire directement de l'élu. Dans une situation de crise, il faut que le community manager réponde vite. Selon vous, le meilleur schéma est lequel? Sincèrement, pas du tout de community manager. Non, je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable qu'il y en ait un, mais je n'ai pas la réponse. La seule vraie réponse que je peux apporter, c'est ça se passera bien si on est dans une collectivité, dans une organisation saine, où tout le monde joue le jeu et où tout le monde est à sa place et tout le monde travaille ensemble. Ce qui m'amuse un peu par rapport à la question, c'est qu'effectivement, on a la logique du cabinet qui est de répondre politiquement à la sollicitation rapidement. Et de l'autre côté, on a une administration qui cherche à répondre, pas forcément dans la rapidité, et techniquement. Et c'est donc qu'il faut arriver à faire converger dans un système à trouver et à construire ces caractéristiques-là, qui sont a priori plutôt contre-naturelles, ou du moins plutôt en opposition. Il faut arriver à les faire cohabiter. La bonne réponse est la réponse rapide, quoi. Mais est-ce que dernière question sur ce sujet-là, est-ce que le service public a pour vertu d'être comme un SVP disponible 24 heures sur 24? Est-ce que c'est pas un des dangers d'une mauvaise orientation? Est-ce que le citoyen attend effectivement ça? Est-ce que le numérique risque pas de nous conduire à ça? Alors, le numérique risque de nous conduire à ça, et on le voit d'ailleurs dans notre quotidien, c'est-à-dire tous ceux qui font l'erreur, par exemple, de mettre leur messagerie sur le téléphone, deviennent opérationnels 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en tout cas, hors le temps de sommeil. Donc on est bien dans ce dérapage ou non, d'ailleurs. Moi,
je ne porte pas spécialement de jugement. Moi, je ne le fais pas à titre personnel, par exemple, justement pour avoir des moments de coupure. Ça pose effectivement la question plus générale, mais je suis bien en peine d'y répondre, qui est où commence, ça tout le monde le sait, mais où s'arrête le service public et jusqu'à quand on doit être en communication et en réponse à la sollicitation de l'usager. Moi, je trouve qu'il faut être très prudent et fixer des règles, parce qu'on met vite le doigt dans un engrenage dans lequel il est difficile de sortir. Et pour rester sur le propos que je voulais développer, on en vient à la question essentielle, qui est la manière dont on s'organise pour faire face donc, à cette hyper-sollicitation, comme vous venez de dire, pour faire face aussi à la quantité de sollicitations qui est sans commune mesure avec celle qu'on peut avoir physiquement ou par téléphone, et qui vient se rajouter, et où tout devient urgent. Voilà. Et outre le côté, les oppositions traditionnelles, temps court, temps long, entre l'administration et le politique, il y a aussi, pour moi, la traditionnelle opposition entre le préventif et le curatif. Une hyper-sollicitation sur le temps court et sur l'immédiateté conduit a priori à avoir des réponses uniquement curatives. Derrière le mot curatif, vous mettez quoi? Il y a le fait d'agir immédiatement sur la sollicitation au lieu de se rendre compte qu'il y a tout un domaine où il n'y a pas de sollicitation et qui est aussi important à traiter, avec un grand risque qu'il soit délaissé pour se focaliser là où il y a les sollicitations. Dernier point sur les questionnements, auxquels je pense qu'on est tous confrontés, où là on sort du service public, on rentre dans le fonctionnement interne. J'ai mis le biais de communication. Quand le numérique dégrade le relationnel, point d'interrogation, on voit bien comment l'hyper-pratique, ne serait-ce que des messageries internes, modifie les relations interpersonnelles, avec de sérieux risques de dérapage. À l'usage, on s'aperçoit que très vite, sur quelques phrases qui sont écrites sur le Outlook, le ton est souvent très mal pris. Et donc, il y a des tensions qui se créent sur des conversations qui sont numériques, parce que le ton apparaît comme agressif, alors que ça ne l'est beaucoup moins quand on est face à face. Et deuxièmement, de la même manière, par expérience, un problème se règle beaucoup plus facilement quand on se voit en tête à tête que quand on essaye de le régler par la messagerie interposée. À ce stade, nous allons poser une question à nos internautes qui s'affiche. La question est la suivante. Le numérique a-t-il amélioré votre vie au travail? Donc vous répondez par oui ou par non. Et puis Jean-Jacques Roux et peut-être Joël Ludy commenteront éventuellement vos réponses. Petites explorations, avez-vous intitulé ce slide. Alors moi, c'est vrai qu'on peut craindre que le numérique, s'il n'est pas considéré comme un outil, mais au contraire comme une espèce de Graal, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, risque un peu d'augmenter un peu les clivages dans nos organisations, la fracture interne entre les administratifs et les autres, comme on commençait à évoquer. Voilà. Sur ce point-là et sur le côté compagnonnage du cadre que vous appelez 5.0, dites-nous un peu votre sentiment. Alors sur la question de la fracture et de l'accompagnement du cadre, donc sur l'accompagnement du cadre, force est de constater, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est concerné par le sujet, force est de constater que ce qui est demandé au cadre a de plus en plus rien à voir avec ce qui était demandé précédemment. On a demandé au cadre, ce qui est logique et la base, d'être techniciens dans leur métier. Ensuite, on leur a demandé de faire des finances pour gérer et suivre leur budget. Comme ils gèrent du personnel, on leur a demandé d'avoir des connaissances importantes en gestion des ressources humaines. Comme ils ont beaucoup à faire à des prestataires extérieurs, pour la plupart d'entre eux, on leur a demandé de s'y connaître en commande publique. Donc je l'ai appelé 5.0 parce qu'on en arrive à la 5e déclinaison. Et maintenant, on leur demande d'être spécialistes en système d'information, au moins pour la partie applicatif métier, c'est-à-dire automatisation de leur processus. Donc ça, c'est déjà une vraie évolution. Et
je vais même aller au-delà, c'est que pour moi, on va aller jusqu'au cadre 7.0. Donc au 5.0, on va rajouter également le fait qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de faire du reporting, parce que tout le monde est obligé de faire du contrôle de gestion par rapport à la diminution des ressources, etc. Et aujourd'hui, tout le monde est obligé, et on va aller, donc ça c'est le 6.0 et le 7.0, tout le monde va aller également vers la communication de son activité. Ça serait intéressant d'avoir l'opinion de Joël Musée. Et sur ce point-là, je veux juste dire que, vous voyez, de 5.0 à 7.0, on en a rajouté 3, et les 3, ils sont liés au système d'information et au numérique, les 3 derniers. Donc on voit l'importance du numérique et du système d'information dans ce qui est attendu aujourd'hui des cas. Je vous interromps parce qu'on a eu la réponse au sondage, enfin, la question qu'on a envoyée donc aux internautes, parce que la question était le numérique a-t-il amélioré votre bien-être au travail? La réponse est oui à 83%. Voilà. Un commentaire par rapport à ça? Je trouve que ça ouvre des perspectives très prometteuses pour tous les professionnels du numérique et du système d'information. Moi, à titre personnel, je m'en réjouis parce que je pense que la performance dans une organisation professionnelle passe par un certain nombre de choses, dont les systèmes d'information. Alors, cette fameuse fracture interne. Voilà, donc ça c'est la deuxième petite exploration que je voulais faire. Voilà, je m'inquiète du fait que le numérique relève vraiment essentiellement des personnels qui ont les outils à disposition, et notamment des sédentaires, ceux qui ont une activité administrative. Et donc je vois poindre, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais une administration à deux vitesses, entre les personnels qui ont les outils et qui communiquent entre eux, et les personnels externes, enfin sans outils, hein, donc dans les écoles, dans les services techniques, toutes les policiers, toute la batterie des personnels qui sont sur le terrain, et eux qui sont donc sans accès facile au numérique. Et dans la vie de l'organisation, notamment quand on se lance vers de l'intranet, etc., ça pose une vraie question d'homogénéité et de management collectif. Est-ce qu'il va falloir aller à doter tout le monde, sans exception, d'outils nomades pour qu'ils soient connectés avec le collectif ou pas? C'est des pistes de réflexion. D'outils et de formation. Et la formation qui va avec, oui. Même si elle est a priori très éloignée du caractère opérationnel de leur activité. Petite question annexe, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il y a une offre de formation digne de ce nom par rapport aux questions que nous ont posées? Sans vouloir critiquer de grands organismes. Pour ce qui concerne je répondrai plutôt oui, au sens où les collectivités, même si ça coûte de l'argent, ont la possibilité, les collectivités locales ont la possibilité donc d'avoir l'offre CNFPT et de l'offre privée. Donc on s'oriente de temps en temps sur l'offre privée lorsqu'on veut des choses très pointues. Les éditeurs, et ça coûte d'ailleurs beaucoup d'argent, les éditeurs proposent systématiquement donc de la formation de mise en place et de la formation continue. Moi, je pense que il y a de l'offre. Je pense que l'essentiel de la question pour moi, c'est la demande et l'organisation de la demande. Dernier point, donc. Oui, alors donc j'ai appris qu'il y avait une webconférence dans quelques semaines qui abordera ce sujet. Je voulais simplement, même si je ne sais pas si on déborde ou non de ce qui a précédé, je voulais insister un peu, ou dire deux mots sur la collectivité que j'ai appelée synergétique et des acteurs du territoire, pour faire le constat suivant avec vous, c'est que les collectivités locales sont le maillon fort et de l'organisation et de la vie de leur territoire. Et aujourd'hui, avec des baisses de dotation, la limitation des moyens, on tend vers une diminution de l'incitation financière sur le territoire et sur les acteurs locaux, comme par exemple les associations longtemps subventionnées et qui le sont de moins en moins. À travers le numérique, je vois poindre une nouvelle fonction des collectivités locales, à l'image de ce que peut faire la ville de Sceaux, par exemple. C'est une fonction de médiateur
ou à travers donc, des plateformes numériques, le rôle de la collectivité n'est plus d'injecter de l'argent auprès d'un certain nombre d'acteurs, mais plutôt de créer les conditions d'une mise en réseau des acteurs entre eux pour qu'il y ait un partage, pour que les financeurs rencontrent les porteurs de projets. Et je crois beaucoup à cette mutation-là vers une nature d'activité plus médiatrice que financeur, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Merci Jean-Jacques Roux. N'hésitez pas à nous continuer à nous envoyer vos questions, je les relayerai auprès de nos deux intervenants. Joël Louisy, en écoutant Jean-Jacques Roux, on a le sentiment que, selon l'expression, le numérique, d'une certaine manière, pose les bonnes questions. Et parmi ces questions, il y en a une, vous faites plutôt une distinction entre ce que j'appellerais le management des hommes et des femmes et le management des organisations. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ça? Et puis éventuellement me dire comment vous réagissez à cette idée d'un numérique qui pose des questions, qui éclaire les nouvelles questions des organisations. Tout à fait. Alors, très honnêtement, cette distinction entre management des femmes, hommes et femmes, pardon, et management des organisations, c'est quand je me suis posé devant cette problématique, le numérique, quel impact sur le management. Je suis parti d'une feuille blanche, et là, je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on se pose de ma petite expérience, je dirais, par rapport à celle de Jean-Jacques. Une expérience différente. Oui, mais qui est quand même plus expérimentée, soyons clairs. Je me suis dit, voilà, le management, moi je le vois à travers le management plus hiérarchique, par le management des hommes et des femmes, pardon, et ce qui relève plus de ma spécialité, si je pourrais dire, sans aucune vantardise, le management des organisations et quels outils on peut apporter pour faire en sorte que ça se passe bien. Parce que l'objectif, si je reprends, enfin, quand je pense à ce que Jean-Jacques nous a dit, il y a un petit côté grave quand même, avec des questions de fracture, etc., qui pour moi sont vraiment des questions très intéressantes et pertinentes. Il faut quand même dire que l'objectif du numérique est que ça se passe bien. L'idée, voilà. Le sondage a été plutôt positif. Oui. Non, mais c'est vrai que les questions vraiment que vous avez posées sont pertinentes et très intéressantes. Après, nous, dans notre spécialité de système d'information, on essaye justement que le numérique aide les organisations à s'améliorer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu distingué entre le management des hommes et des femmes, sur lequel je vais apporter un petit éclairage par rapport à la présentation précédente, et plus développé sur le management des organisations, où je suis beaucoup plus à l'aise. Alors, j'ai clairement fait un schéma classique de force-faiblesse, opportunité et menace, je dirais, ou inconvénient. Voilà. Oui, inconvénient, on peut dire ça comme ça. Voilà, moi, le management des hommes et des femmes, il y a des inconvénients, hein, comme on dit, l'information circule en toute liberté, ça va très vite. Les événements indésirables, aujourd'hui, on le voit avec tout ce qui est actualité, du harcèlement, par exemple, soyons clairs, ça va très vite, tout c'est très vite, et ça nous suit dans le temps. Donc, abolition, comme on dit, du temps et de l'espace, c'est-à-dire que 10 ans après, si vous arrive n'importe quel événement indésirable, ça vous suivra, malheureusement. Alors, il y a une défiance que j'appelle du manager, mais je dirais manager et fonction technique et sacralisée. Typiquement, en tant que professionnel des systèmes d'information, avant, on pouvait très clairement, si je veux être embrouillé, si je peux me permettre, nos usagers en leur racontant un vernis technique. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ils sont beaucoup plus geeks qu'avant et n'hésitent pas à aller sur Internet pour voir si on prêche la bonne parole ou pas. Sur les fonctions très hospitalières, les gens n'hésitent plus à avoir un second avis, à aller voir les bases de connaissances sur Internet. Attention, comme Jean-Jacques l'a précisé, à la pertinence de l'information. Néanmoins, l'usager est plus averti et du coup n'hésite pas à contredire notre expertise et du coup aller voir ailleurs. Donc ça, c'est quand même la partie, je dirais, qui remet en cause nos fonctions managériales. À côté de ça, heureusement, il y a quand même des désavantages. Jean-Jacques les a quand même cités. On parle de possibilités de formation, d'enseignement à distance qui est quand même assez
qui existe depuis un petit moment, mais avec le numérique, commence à vraiment exploser. On a des formations aussi collectives et gratuites, comme les MOOC, par exemple, avec un public qui devient même international. Comme je l'ai dit, des bases de connaissances importantes et qui, du coup, perdurent dans le temps. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout, vraiment tout. Comme on dit, Google is your friend. Donc, si vous avez n'importe quelle question, demandez-la à Google et il vous répondra. Ce que j'avais déjà dit, effectivement, la réduction du temps et de l'espace, aujourd'hui, les outils de visioconférence sont vraiment très importants. Un exemple pratico-pratique sur le GHT où je suis actuellement, d'un établissement le plus éloigné, les deux établissements les plus éloignés sont distants en termes de temps, d'1h40. Donc imaginez, aujourd'hui, la direction du GHT doit se déplacer d'un établissement à un autre. Il est évident que les outils de visioconférence et de travail collaboratif seront un axe de développement indispensable, car pour la productivité, perdre 1h40 aller, 1h40 retour, c'est juste pas, ce n'est pas possible. Enfin, voilà ce que je peux vous dire en termes de management des hommes et femmes. Je ne tranche pas en disant c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, ça apporte des opportunités et des menaces, mais surtout des opportunités à celui qui veut bien s'en saisir. Je pense que ça fait aussi évoluer votre propre métier aussi. Ah, clairement. Je me suis aperçu qu'en fait, avant, on disait directeur des services, DSI, derrière le mot DSI, il y avait directeur des services informatiques. Après, ça a été directeur des systèmes d'information. Et ça évolue encore. Et ça évolue encore en étant DSIO, c'est ça? Oui, le O veut dire l'organisation. Ouais. Alors, c'est un terme assez honorifique. On nous met une pression. On voit bien que le SI est structurant pour l'organisation. Donc, c'est plutôt intéressant. Nos rôles évoluent, mais en même temps, comme je vous ai dit, on est défié, désacralisé. Donc, on doit prouver que notre rôle est quand même utile, sinon… En fait, il vous arrive la même chose qu'à n'importe quel responsable, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir une information qui descend verticale, une science que vous détenez, parce que vous avez des personnes qui… Et en fait, ce qui est très intéressant dans le discours que vous dites, c'est quelque chose qu'on le sait tous, mais on ne l'a pas dit. Alors, Monsieur Roux parlait de celui qui a l'information détient le pouvoir. Maintenant, c'est celui qui la partage qui a le pouvoir. Il y a un autre axe, l'information, c'est de l'argent. On le voit bien, hein, aujourd'hui, du vol d'informations, ça se fait. Donc, clairement, aujourd'hui, il faut faire attention à ça. Et les gens, justement, les usagers, les utilisateurs ont tendance à s'emparer de l'information, alors qu'avant, c'est nous qui la détenions. Donc, il faut aujourd'hui prouver notre valeur ajoutée par rapport à ça, sinon on se fait clairement squeezer. Donc, au niveau du management des organisations, où je me sens un peu plus à l'aise, alors l'idée est de vous donner quand même des axes, sans pour autant donner un avis tranché sur qu'est-ce que le management peut apporter à l'organisation, et vous donner des exemples pratico-pratiques sur un vécu. Et par rapport à ça, comme ça, vous pourrez vous faire un avis des opportunités que le numérique peut apporter. Donc, des outils d'aide à la décision. Donc, M. Roux parlait de reporting. Moi, j'irai un peu plus loin. L'exemple hospitalier, aujourd'hui, on a un dossier patient informatisé. Ça veut dire que le praticien, aujourd'hui, saisit les informations du patient et lorsqu'il fait un acte médical, la solution informatique lui apporte des informations cruciales sur tout ce qui est interaction médicamenteuse, surdosage, etc. Donc, le praticien est clairement aidé. Donc, c'est vraiment une aide technique et fonctionnelle par rapport à une fonction quand même. Le soin à la personne, on dit que c'est le praticien au centre, oui, mais il est clairement aidé par des outils informatiques et numériques. Après, M. Roux en a parlé, le numérique, on l'a vu, moi j'en suis convaincu, recentre l'agent sur son métier de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et surtout dans les administrations territoriales, il y avait beaucoup de formalités administratives, inscrire son enfant à la cantine, à l'école. Aujourd'hui, tout ça grâce au numérique, au portail famille. On parle même de gestion de la relation citoyenne, pardon, ce qui était quand même assez inédit.
Moi, mon analyse est qu'on remet ce temps très administratif à l'usager. Comme ça, l'agent en place peut se consacrer sur son métier d'origine sans être parasité par ces formalités administratives. Moi, cette expression recentrer l'agent sur son métier, j'ai un peu l'impression que derrière tout ça, il y a quand même un objectif d'économie, de productivité, de performance. Ah ben alors, du coup, vous m'avez un petit peu devancé, qui était sur le quatrième, non, mais pas de souci, sur le quatrième volet. Clairement, derrière, il y a quand même, monsieur en a parlé, des économies à la fois logistiques, mais moi je le dis, des économies de ressources humaines. Aujourd'hui, vous savez très bien que dans toutes les collectivités, réduction du déficit public. Dans les hôpitaux aussi. Oui, bah, clairement, la masse salariale est un vecteur de réduction, d'économie d'échelle. La GRC est un axe très fort pour faire, on va dire, un terme qui ne fâche pas, du contrôle de la masse salariale. Je vais me permettre de vous couper parce que parmi les questions que nous envoient les internautes, il y en a une que je ne voudrais pas qu'on... Oui. Alors, je suis un peu gêné parce que je suis présenté comme coach tout à l'heure. La question, c'est pensez-vous que le métier de coach interne aux organisations doit se développer pour accompagner cette révolution? Si oui, quels seraient les apports du coach? Alors, moi, je vais répondre juste sur une partie de la question, c'est que moi, je déconseille personnellement l'utilisation de coach interne sur toutes ces questions-là. Je pense qu'on ne peut pas être jugé parti et c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux que ce soit des coachs externes. Ce n'est pas du tout pour plaider pour ma paroisse. Je pense que le rôle de coach interne doit être limité à certaines choses. Mais je voulais avoir vos réactions à l'un ou à l'autre et savoir si ce rôle de coach, il doit être dans l'accompagnement numérique, effectivement, mais aussi dans les conséquences que ça peut avoir, notamment sur des métiers qui mutent, qui évoluent, voire qui disparaissent. Je vais juste dire un mot. Je suis désolé de vous couper, hein, profitant du direct, ce qu'on a essayé de faire à chaque fois. Je vais être très bref. Pour ce qui me concerne, je partage votre analyse. Je considère que ce n'est pas une bonne solution, les coachs internes. Il y a un certain nombre d'activités pour lesquelles la ressource externe est bienvenue et ça en fait partie. Après, c'est peut-être être provocateur, je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne, il me semble que le coach interne dans une organisation, c'est le directeur général. Voilà. Et c'est sur lui que repose un certain nombre de choses, de donner du sens, d'accompagner ses cadres. Voilà. Donc, la responsabilité, elle est sur lui pour moi. Alors, moi, je parlerais plutôt en termes de coaching général. Je pense que le coaching est une très bonne action dans le sens où, je reprends ce que Jean-Jacques avait dit, il ne faut absolument pas qu'on se retrouve avec deux types de populations. Une population qui, grâce au numérique, avance et une population qui, à cause du numérique, se sente isolée. Il faut arriver à impliquer tout le monde, même si, là je réponds à une partie de votre question, il est illusoire de croire qu'on arrivera à mettre tout le monde au même niveau. Il est clair que les personnes sur le terrain ou éloignées de l'informatique, on aura un peu plus de mal, mais il faut avoir une politique volontariste, pardon. Le coaching externe, sans doute, apporte quand même une incitation pertinente et remet tout le monde sur les rails en disant que le numérique aide et vraiment est un outil formidable. Oui, le rôle d'un coach en ce moment-là, c'est d'éviter de trop grands clivages qui existent parfois déjà dans les organisations et qui risquent d'être augmentés par le numérique et le digital. Après, ces clivages, là où je suis, enfin, j'apporterai ma petite contribution, ces clivages sont OK liés à la fonction, mais aussi, je dirais, à l'attitude, à l'envie, grosso modo, à l'humain. Certaines personnes sont plus adaptées, plus aptes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas l'âge. Oui, c'est ça. Ma question, c'était ça. Et non, nous avons des personnes d'un âge certain qui sont très portées sur le numérique, très geeks, et d'autres, au contraire, qui sont pourtant beaucoup plus jeunes, qui ne sont pas forcément très intéressés ou limite porteurs. Donc c'est peut-être aussi parce qu'il y a une génération qui a envie peut-être d'être moins exposée et que le numérique expose. Oui, alors, enfin, moi, c'est mon métier, donc être exposé, j'en ai l'habitude. Pour revenir à Outlook et les mails perso, bon, moi, j'ai un discours un peu plus ouvert, c'est-à-dire que être exposé à qui veut bien,
Donc moi, je suis connecté, mais je me connecte quand j'en ai envie. Et je sais faire le droit à la déconnexion. Pour moi, oui, elle est importante pour les agents où c'est un peu coercitif, c'est imposé. Moi, si j'ai envie de ne pas consulter mes mails quand je suis en congé, Je profite de cette occasion pour revenir à une question qui a été évoquée tout à l'heure, dans la question qu'on a posée aux internautes, sur le bien-être au travail. Il y a de plus en plus de télétravail organisé à des degrés différents dans les collectivités, et on s'aperçoit que justement, vous parlez de ce droit à la déconnexion, qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de nouvelles pathologies qui se développent, notamment chez les gens qui sont en télétravail, parce que justement, ils ne se préparent pas à ça. Et ils sont, il y a des avantages, mais ils sont en permanence connectés ou trop connectés. je suis pas si sûr que ce soit lié qu'au télétravail. J'ai envie de dire, c'est l'intrusivité des nouvelles technologies. Le télétravail, enfin, oui, il faut savoir gérer son temps, mais en même temps, aujourd'hui, quand vous rentrez, vous avez tous accès à votre messagerie en webmail ou autre. Donc c'est vraiment, pour moi, une question plus générale qui ne s'arrête pas au télétravail. J'imagine qu'en tant que DGS ou même en tant que DSI, on est quand même sollicité, on pourrait être sollicité H24, sauf quand on dort, évidemment. C'est vraiment, enfin moi, le message que je dis, c'est il faut à un moment donné, ok, il faut une loi qui encadre, mais à côté de ça, c'est une volonté propre à chacun. Moi, je n'ai aucun souci à me connecter pendant les vacances si j'ai envie de traiter un sujet. Et aussi, c'est parce que j'ai pas envie, quand je rentre, d'avoir 500 mails à dépiler, parce que, voilà. Et les mauvaises surprises, je préfère Les connaître en temps réel. connaître avant, et voilà. Bien, continuons sur votre... Donc, la GRC, vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez significatif, à la fois, du coup, je vais avancer sur mon plan, mais qui est vraiment pour répondre aux besoins des usagers. Attention, effectivement, et je suis d'accord avec vous sur où on va, parce que parfois, à partir du moment où l'information est numérique, où la demande est traitée numériquement, l'usager attend. Alors qu'avant, il y avait le syndrome très administratif. On va au guichet numéro X, on envoie un courrier et Dieu sait que ça arrivera X mois plus tard. Là, les gens attendent les réponses. Et est-ce que les administrations sont préparées pour justement ce benchmark que les organisations privées connaissent, je dirais, un peu plus que nous? Donc attention. Néanmoins, il y a quand même des grandes activités de transformation numérique. On parle bien de digitalisation, de transformation numérique des organisations. On parlait de portail famille. C'est quand même génial aujourd'hui de ne plus avoir à se rendre en mairie un samedi matin pour les personnes qui travaillent, je dirais, en horaire de bureau pour aller payer une facture de cantine ou de centre de loisirs. Idem, vous pouvez payer vos factures d'hospitalisation maintenant sur les sites internet des hôpitaux, quasiment partout. Et vous avez assez significatif aussi de la transformation numérique des organisations, la notion de connexion avec l'extérieur. Par exemple, l'hôpital, avant, c'était une structure très centrée sur elle-même. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. L'hôpital doit faire partenariat avec ses prestataires, partenaires extérieurs, qui sont les médecins de ville, les pharmaciens, les professionnels à l'extérieur et le patient. Le patient, aujourd'hui, est un acteur. On le remet au centre, et heureusement d'ailleurs, l'hôpital n'est plus centré sur lui-même. Donc, aujourd'hui, on met en place ce qu'on appelle des portails ville-hôpital. On retrouve une base de données documentaire sur les événements médicaux liés aux patients. Le patient peut interagir. Il peut même programmer ses rendez-vous, etc., etc. Donc, vous voyez que le numérique apporte quand même, je dirais, une transformation vertueuse. Avant, il fallait appeler un secrétariat pour avoir un rendez-vous. Avant, et ça arrive encore, on arrive à joindre une personne. Voilà, aujourd'hui, on arrive à... Comme vous parliez tout à l'heure de public-privé, est-ce qu'une des particularités de l'hôpital, et de toute la fonction publique hospitalière derrière, c'est qu'elle est dans un univers concurrentiel, notamment avec le privé, évidemment avec le privé, mais que sur le domaine du numérique, c'est une vraie question. Alors, justement, je dirais, le souci, c'est que l'hôpital est en concurrence, l'hôpital public est en concurrence avec le privé, mais avec lui-même. Typiquement, dans le GHT ou
où on se trouve, nous avons deux CHU, le CHU de Reims, le CHU de Nancy, je le CHR de Metz-Thionville, où clairement, je dirais, l'attractivité d'un CHU fait qu'il y a une perte de patientèle, on parle de patientèle aujourd'hui, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on reste centré sur soi-même, ben, ça ne marche plus. Aujourd'hui, l'information devant circuler, le patient en plus n'hésite plus à faire des kilomètres pour se faire soigner, ce qui est un peu normal, hein, si on va à l'hôpital, c'est pour se faire soigner et bien se faire soigner. Et effectivement, le privé qui avance au niveau numérique de façon assez impressionnante. J'ai travaillé moi-même pour le secteur privé. Aujourd'hui, je vois des véritables portails où le patient peut préparer son hospitalisation, rentrer ses documents administratifs, rentrer son empreinte de carte bancaire, préparer ses rendez-vous, avec tout ça de façon sécurisée et de façon archivée pour que la prochaine fois, il n'ait plus de ressaisie. Ça va vite, ça va fort. Il faut que derrière l'hôpital public se mette en ordre de marche, ce qui est en train de se faire, parce que sinon, et on le voit, le secteur privé prend de la patientèle et ça devient assez problématique parfois. On s'approche d'ailleurs, paraît-il, d'un espèce de TripAdvisor des hôpitaux. Vous avez une réflexion? Alors oui, il y en aura un sur des collectivités. Non, mais alors il existe plus ou moins parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et Internet, alors tout se sait, tout va très vite. Alors attention à l'intox aussi, on le voit très bien, un patient mal soigné va forcément dire tout le mal de l'hôpital qu'il en pense. Ça va très vite sur des secteurs comme l'obstétrique. Alors là, c'est fatal. Une future mère qui est mal traitée, mal soignée, alors là, c'est catastrophique. Et aujourd'hui, on le voit bien, les gens font des kilomètres pour se soigner et les gens n'hésitent plus à faire un benchmark des maternités, par exemple. Que le numérique permet. Ah, oui. Je vous propose qu'on continue, oui. Parce qu'on a un certain nombre de questions des internautes, je voudrais pouvoir poser le maximum. Pour finir rapidement, on voit que le numérique avance et on a quand même un gouvernement qui le sait. On a aujourd'hui un secrétaire d'État au numérique, ce qui est quand même un signe très fort. Et on a des programmes gouvernementaux d'accompagnement, souvent financiers, à ces volets numériques. Donc, je ne citerai que celui-là, le projet Hôpital numérique, qui était avant Hôpital 2007, 2012 Hôpital numérique, et il y a aussi d'autres volets qui arrivent sur justement aider les structures à financer une transition numérique. Alors, il y avait une question qu'on va vous poser, à laquelle vous répondez par oui ou par non. Est-ce que le numérique dans les organisations où vous êtes, selon vous, doit être piloté par l'ADSI? Est-ce qu'il faut démissionner ou pas? Oui. On ne va pas influencer la réponse. Et on va attendre vos réponses et puis ensuite poser vos questions le temps que monsieur Ludy puisse conclure sur les éléments qu'il voulait nous apporter. Alors, en conclusion, je dirais que pour moi, le numérique apporte à la fois des opportunités comme des menaces. Alors, je vais plutôt insister quand même sur les opportunités parce que je pense que malgré tout, ça reste un outil formidable. Effectivement, une information qui circule à 360 degrés, donc attention à la libre circulation et à la pertinence. On est vraiment, j'insiste, face à une remise en cause de nos métiers, mais je la trouve assez intéressante. Avant, nous étions les rois de l'information. Aujourd'hui, on nous défie en permanence. J'insiste aussi sur le fait que le numérique, oui, il y a des questions de fracture, des questions graves et profondes de structuration des collectivités, mais ne nous y trompons pas. Pour moi, le numérique, et pareil, je vais donner un exemple. Quand vous apportez une solution numérique sur une brique métier, elle ne fait que refléter, si vous ne l'accompagnez pas, elle ne fait que refléter tous les défauts initiaux de l'organisation. Donc il ne faut pas croire que le numérique est une solution toute faite, toute prête. Elle s'accompagne, elle s'encadre. On parle de coach. Aujourd'hui, on a beaucoup de prestations de cabinets de conseil
en management parce qu'on le voit très bien. Pour que le numérique soit vertueux, il faut refondre les organisations, il faut un mode de pensée dédié. Donc, c'est pas je dirais en simple claquement de doigts que ça marchera. Enfin, je conclurai là-dessus. Au niveau de nos métiers, mais ça, je l'avais vu, je vous en avais déjà parlé, nos métiers évoluent. Donc, avant, on était responsable informatique, technicien, responsable des systèmes d'information, directeur du système d'information, vous l'avez dit, des SEO, on a rajouté l'organisation, et maintenant, on rajoute clairement la partie numérique avec directeur du digital ou directeur du système d'information et du numérique. Donc, c'est quand même un signe fort, et je conclurai là-dessus. Pour moi, le numérique est un fort outil d'accompagnement. Et s'il est bien pris et bien accompagné, ça ne peut être que des opportunités intéressantes. Alors, je vais faire un tir groupé, puisqu'on approche, le temps passe. D'abord, pour vous dire que la question sur votre métier DSI, qui était le numérique doit-il être piloté par la DSI, on a eu une réponse normande, je dirais. Hein, oui, 47%, non, 53%. Donc, voilà. Et puis, il y a deux questions qui nous sont posées, qui seront les deux dernières questions qu'on va vous poser, une à chacun. Donc, je vais les grouper, puis je vous laisserai la parole après. La première, peut-être, puisque vous avez la parole, M. Louisi, c'est la suivante. Quels sont, selon vous, les apports de l'open data pour les hôpitaux et le reste, l'opportunité, et le reste de la fonction publique? Voilà. Opportunité ou danger? Et puis, Jean-Jacques Roux, alors là, on vous nomme restructurateur. Quels outils allez-vous utiliser dans votre rôle de restructurateur pour lever la résistance au changement inhérente à tout changement? Et surtout, c'est une question large, hein, et surtout à cette révolution constitue le numérique dans la fonction publique. Donc en gros, quels outils utilisez-vous dans votre rôle de restructurateur? Donc je vous propose premièrement cette question sur l'open data. Bonne question, parce que j'avoue que... Avec malheureusement une réponse courte. Alors, honnêtement, j'y suis là, Open Data, on s'y prépare. Moi, je le vis pas forcément comme une opportunité, mais il doit y en avoir. Je le vis plutôt comme, attention, on nous demande de publier de l'information sur nos secteurs d'activité. Oui. Quel est l'objet, enfin, comment ça va être traité derrière? Je suis plutôt, sur une idée de méfiance et de allons-y doucement. J'ai un peu peur des conséquences un peu que ça peut y avoir. On le voit tous avec des Google ou autres. Ok, c'est pas du tout la même stratégie, mais moi, ça me pose une question d'éthique. Je suis pas forcément favorable, même si c'est la loi, on s'y pliera. Moi, j'y vois plus un danger de dérive qu'autre chose. Il y a un côté confidentialité et en même temps, il y a un côté richesse. Il y a un côté richesse où clairement, ça peut nous apporter des contacts intéressants, de rapprocher les bonnes personnes au bon moment. Oui, mais je reste assez méfiant par rapport à ça. Jean Lacroix, par rapport à votre rôle de... C'est une question très large, oui, comme dernière question qui pourrait être le sujet. Oui, mais je vais essayer de faire une synthèse de ce qui me vient à l'esprit sur cette question-là. Moi, je pense qu'il y a une réponse incomplète, mais je vais parler de ce qui me semble être l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il n'y a pas de restructuration qui fonctionne s'il n'y a pas une implication très lourde de la direction générale. Et des élus. Et forcément des élus. Volonté politique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une volonté commune. Et pour ce qui concerne vraiment les changements dans l'organisation, si la direction générale ne les porte pas, il y a aucune chance que ça fonctionne. Deuxièmement, il y a toute une méthodologie d'accompagnement. Sans accompagnement, c'est pas la peine. Accompagnement des agents, mais également accompagnement des cadres, parce que en fait, beaucoup de la conduite du changement repose sur la capacité des cadres à faire l'interface. On oublie souvent les cadres intermédiaires. Voilà. Alors que c'est j'allais dire des pions, mais je veux le dire de manière absolument pas péjorative, mais c'est vraiment des pions essentiels à l'encadrement intermédiaire. Et le dernier point sur lequel je veux insister, qui est un peu l'objet de cette conférence par le biais donc, de la DSI, c'est les directions support.
Voilà, là, si vous n'avez pas des directions support performantes, vous ne pourrez pas faire de conduite de changement. Et donc, ça passe d'abord par le fait d'avoir des directions support performantes pour pouvoir faire de la conduite de changement. Alors, on va terminer cet échange. Juste, il y avait une petite remarque qui nous avait été faite par un internaute qui expliquait que l'interaction qu'il y a entre le monde privé et le monde du travail, elle est dans les deux sens. C'est vrai qu'on peut aussi s'occuper de choses personnelles au travail, comme on fait des deux côtés. Qu'il faut pas l'oublier et que ce côté vertueux existe aussi. Enfin, vertueux s'il n'y a pas d'abus. Bien, écoutez, on va vous remercier pour vos interventions et votre disponibilité face aux questions des internautes, qui étaient fort intéressantes. Je vous rappelle que dans le cadre du partenariat avec ACASDEN, Banque Populaire, il y aura une prochaine vidéo qui sera donc le 12 décembre. On avait évoqué, Jean-Jacques en a parlé, sur la question du numérique dans sa relation avec le citoyen, et qui aura évidemment des conséquences sur les organisations telles qu'elles soient. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Expert, ce qui vous permet de poser directement des questions d'ordre réglementaire par téléphone. Et puis, bien sûr, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette vidéo sur le site vk.fr. Merci à toutes et à tous et bonne journée.